soir d'automne enveloppait Paris d'un brouillard glacial, tel un linceul spectral s'accrochant aux pierres froides des vieux bâtiments. Des nuages plombés, suspendus au-dessus de la ville, comme s'ils prestaient la prochaine tempête, menaçaient de déverser une pluie glaciale. Héloïse, une jeune femme au regard fatigué, était désespérément en retard. Manquer le RER, le dernier de la soirée, signifiait passer la nuit en ville, ce qui n'était absolument pas dans ses plans. Il restait plus d'1 heure de trajet pour rejoindre sa maison, en banlieue, et la perspective de dormir dans une gare ou une salle d'attente glaciale lui semblait absolument déprimante. Le froid lui transperçait les os, rappelant l'approche inexorable de la nuit. Nerveusement, elle jeta un coup d'œil à sa montre, essayant de réchauffer ses mains gelées. 23h47. La dernière chance. Héloïse, à bout de souffle, courut vers le quai, espérant arriver à temps pour la correspondance. Le cœur battait désespérément dans sa poitrine, comptant les secondes. La foule autour bouillonnait comme une rivière, et se frayer un chemin à travers elle s'avéra difficile. Mais voilà, après avoir surmonté tous les obstacles, elle bondit sur le quai, haletante, et elle le vit. Le train, prêt au départ, se tenait là, comme s'il l'attendait. Il ne restait plus qu'1 seconde, et les portes se fermeraient, la laissant seule. Sans tenir compte des regards réprobateurs des autres passagers, Héloïse, rassemblant toutes ses forces, sauta dans le wagon. Les portes, semblant obéir au rythme général de son désespoir, se refermèrent avec fracas derrière elle. Dans le wagon régnait une pénombre, percée par la lumière faible et vacillante des lampes. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de moisi, de métal froid et d'autre chose, d'imperceptible, qui chatouillait désagréablement le nez. À part Héloïse, il n'y avait que quelques passagers dans le wagon. Une femme âgée, vêtue d'un long manteau noir, lisait son journal sans lever les yeux. Un homme en costume strict semblait somnoler, le regard perdu dans le paysage. À côté d'eux, plongé dans son propre univers, isolé par ses écouteurs, un adolescent. Héloïse ressentit une étrange anxiété, une rame vide, une heure tardive, tout comme dans un mauvais film annonciateur de malheur. Le train se mit en mouvement avec douceur, prenant de la vitesse. D'abord lentement, comme à contre-cœur, puis de plus en plus vite, fendant le silence de la nuit. De sombres tunnels défilaient à l'extérieur, éclairés seulement par de maigres rayons de lumière. Le bruit des roues sur les rails rythmait l'instant, tel un métronome, plongeant la rame dans un silence sinistre. Héloïse sortit son téléphone pour consulter ses messages. Mais le signal, comme d'habitude, était absent. La première ligne de métro, comme elle le savait, était réputée pour sa zone morte. Soudain, la lumière dans la rame commença à clignoter, comme de vieilles bougies prêtes à s'éteindre à tout instant. Une courte inspiration, une autre, et voilà que les lampes électriques scintillaient, projetant sur les visages des passagers des ombres dansantes. Héloïse fronça les sourcils, sentant des frissons lui parcourir la peau. Une panne? Ou quelque chose d'autre? Ou peut-être était-ce simplement la faute du vieux câblage? Bientôt, le silence fut percé par d'étranges bruits. Un grincement sourd, comme quelque chose qui raclait le métal froid, et l'écho de ce son se propageait dans la rame, frappant les panneaux ternis par le temps.
Héloïse leva brusquement la tête, essayant de discerner quelque chose dans la pénombre. D'où vient ce bruit effrayant? Elle lançait nerveusement son regard d'un passager à l'autre, s'efforçant de saisir la moindre réaction. Mais personne, semblait-il, ne remarquait quoi que ce soit d'inhabituel. Était-ce donc elle, Héloïse, qui seule distinguait ces chuchotements inquiétants, perçant le vacarme du train en approche? Il filait vers la gare, et voici, la sirène rauque et mécanique annonça « Châtelet ». Les portes s'ouvrirent, invitant à entrer. Mais aucun passager ne franchit le seuil du wagon. Héloïse, alarmée, reporta son regard sur la femme qui, jusqu'à présent, lisait sereinement son journal. Un instant plus tôt, elle était là, et à présent, elle avait disparu. Où avait-elle bien pu s'évanouir? Le cœur d'Héloïse battait furieusement dans sa poitrine, comptant les secondes d'angoisse. Étrange, presque palpable, la sensation d'une présence invisible s'intensifiait à chaque seconde. Elle inspira profondément, essayant de se ressaisir. Elle tentait de se persuader que ce n'était qu'une conséquence de la fatigue, un jeu de l'imagination. Mais une peur glaciale lui serrait déjà l'âme, comme des chaînes. Le train, après un rugissement, se mit doucement en mouvement, les emportant vers la prochaine station. L'homme en costume coûteux, qui somnolait paisiblement jusque-là, sursauta soudain. Il ouvrit brusquement les yeux et scruta les alentours, son regard rempli d'effroi et de confusion. Sans prononcer un mot, il bondit de son siège et, chancelant, se dirigea vers la porte, comme s'il fuyait. À la station suivante, Louvres-Rivoli, l'homme quitta la voiture. Héloïse le suivit des yeux, espérant malgré elle qu'il arriverait à destination sans encombre. Elle l'avait vu disparaître dans la foule, luttant intérieurement avec l'espoir que tout irait bien. Pourtant, lorsque les portes se refermèrent, le regard d'Héloïse se posa sur le siège où l'inconnu venait de s'asseoir. Son attaché-case était resté là. Un instant, elle resta figée, perplexe. Avait-il simplement oublié son bien? Ou peut-être, quelque chose s'était-il passé? À l'intérieur de l'attaché-case, elle avait remarqué. Il n'y avait qu'un ordinateur portable et quelques papiers. L'inquiétude d'Héloïse grandit, comme si elle montait en puissance. Son cœur accéléra, pressentant quelque chose de mauvais. Soudain, elle se sentit mal à l'aise face à cet objet oublié et se demanda ce qu'elle devait faire maintenant. À chaque nouvelle station, l'atmosphère oppressante du wagon s'intensifiait. L'obscurité s'épaississait, comme de l'encre qui aurait envahi l'espace, tandis que la faible lueur des lampes clignotait de plus en plus nerveusement. Le grincement du métal, qui semblait présager un malheur, s'amplifiait, comme si quelque chose de sinistre approchait. Sous le masque d'indifférence que les passagers s'efforçaient de conserver, la tension était palpable. Il semblait que tous ceux qui restaient dans le wagon sentaient le danger. Un jeune homme, auparavant complètement absorbé par le monde de la musique grâce à ses écouteurs, regardait maintenant nerveusement autour de lui, les yeux emplis d'inquiétude. Le train s'arrêta finalement à la station nommée Opéra. Les portes s'écartèrent avec un sifflement, invitant dans l'obscurité, mais rien ne brisa le silence. Personne n'entra dans le wagon et personne n'en sortit. Lorsque les portes se refermèrent avec fracas, le jeune homme,
les écouteurs aux oreilles, sembla s'évanouir dans l'air. Le casque, s'échappant de ses oreilles, gisait sans vie sur le siège, comme un masque abandonné. Héloïse sentit une horreur glaciale l'envahir, son sang se transformant en glace dans ses veines. Elle était seule dans la rame vide, une sombre et pesante sensation de présence étrangère, gluante et froide, envahit chaque centimètre de l'espace. Il lui sembla que des regards fixes émergeaient des ténèbres profondes et qu'un souffle invisible lui brûlait la peau. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix, traîtreusement tremblante, s'échappa à peine de sa gorge desséchée. Elle sentit l'horreur glaciale l'étreindre de l'intérieur. Ce n'était plus une simple virée nocturne en métro, une aventure insensée. Non, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose de mortellement menaçant. Le train continuait de filer à travers l'obscurité des tunnels déserts, ses grondements résonnant en écho dans le silence pesant. Héloïse balayait la pièce du regard, cherchant le moindre indice, le plus petit signe de CE qui se passait autour d'elle. 6 yeux erraient fiévreusement sur les parois, espérant déceler quelque chose qui pourrait éclairer ce cauchemar. Soudain, son regard fut attiré par un détail étrange, faisant battre son cœur à tout rompre. Sur les murs des wagons, là où autrefois s'étalaient les publicités, se dressaient désormais des rangées de symboles étranges. Des signes incompréhensibles, comme des runes antiques gravées de la main d'un maître ou des symboles secrets, s'entremêlaient en motifs bizarres. Héloïse luttait pour retenir la nausée qui montait. Cela semblait impossible. Elle, à 39 ans, n'avait encore jamais rien vu de tel. Une mauvaise plaisanterie, un jeu cruel? L'idée lui effleura l'esprit. Mais quelque chose en elle, une voix froide, chuchotait que la vérité était bien plus terrifiante qu'elle ne voulait le croire. Dans le wagon, éclairé par une faible lumière, un silence pesant régnait, seulement interrompu par le grondement des roues. Le train s'était arrêté à la station Pyramide, comme en attente. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement, mais de l'obscurité impénétrable des tunnels. Aucun son, aucun mouvement ne se manifestait, seulement les ténèbres, gardiennes de secrets inconnus. Héloïse serra nerveusement la poignée de son sac, scrutant la pénombre du quai. Soudain, alors que les portes se refermaient lentement, elle aperçut quelque chose d'étrange. Dans le reflet du verre, un visage déformé apparut, l'espace d'un instant. Des traits inhumains, des membres étirés jusqu'à l'outrance, des yeux emplis d'une haine glaciale et dévorante. Héloïse poussa un cri, recula avec effroi, et l'horrible vision s'évanouit. Les portes se refermèrent, la laissant seule avec sa propre peur. Mais ce qu'elle avait vu s'imprima dans sa mémoire, comme une marque brûlante et cuisante. Ce n'était pas une simple hallucination, mais le présage de quelque chose d'épouvantable. C'était ça. Le train s'ébranla doucement, l'emmenant toujours plus profondément dans les entrailles du souterrain. Héloïse, lasse de ses vaines tentatives pour trouver une explication rationnelle, abandonna. Elle chassa toutes ses pensées, hormis l'attente de l'inévitable. Dans le silence, troublée seulement par le rythme régulier des roues, elle entendit des pas, lourds, comme s'ils martelaient une marche funèbre, des pas mesurés, qui s'approchaient de l'obscurité impénétrable qui se cachait devant elle. Son cœur battait à tout rompre, prêt à jaillir de sa poitrine. Elle se recroquevilla dans un coin sombre,
sentant le contact froid et rugueux de la paroi du wagon dans son dos. Les pas, qui résonnaient en écho, cessèrent. Héloïse retint sa respiration, pétrifiée par la peur. N'osant bouger, elle ferma les yeux, les paupières serrées, murmurant une prière silencieuse, suppliant que ce ne soit qu'un affreux rêve, un cauchemar dont on pouvait se réveiller. Soudain, un chuchotement discret, comme une morsure de serpent, effleura son oreille. Un chuchotement perçant et presque impalpable qui résonnait juste au-dessus d'elle. « Tu n'aurais pas dû monter dans ce train. » Héloïse ouvrit les yeux. Et la première chose qu'elle vit fut une femme vêtue d'un long manteau noir. C'était celle qui avait disparu à la station Châtelet. Le visage pâle, comme celui d'un mort, de la femme semblait sculpté dans du marbre froid. Ses yeux paraissaient brûlés d'un feu glacial et contre nature. « Nous vous attendions, » murmura-t-elle, et sa voix semblait venir des profondeurs des âges. « Nous attendions tous. » Héloïse tenta de crier un mot, mais seul un râle, rempli d'horreur et de désespoir, s'échappa de sa gorge. Elle essaya de bouger, de se déplacer, mais ses jambes semblaient enracinées dans le sol froid et pierreux, paralysant chaque muscle. Une terreur glaciale la paralysa. N'en croyant pas ses yeux, elle vit la femme, dont le visage était caché par l'ombre, tendre lentement la main. Ses doigts touchèrent sa joue, et Héloïse sentit une caresse comme de la glace transperçant sa peau. Le froid la saisit instantanément, paralysant son corps. Quelque chose se brisa en elle, comme un fil fragile rompu à jamais. Une voix, douce mais perçante, murmura « Tu fais désormais partie des nôtres. » La gare les accueillit avec le brouhaha des voix et le grincement des roues. Le train ralentissait, approchant de son terminus. L'annonce retentit. Château de Vincennes. Les portes s'ouvrirent, révélant un portail vers l'horreur. Héloïse tenta de crier, mais ses lèvres, pétrifiées, refusèrent d'obéir. Elle se força, essayant de bouger les bras, mais ses doigts restèrent inertes, comme enchaînés à son corps par des liens invisibles. Son regard, empli de terreur, se fixa sur la femme, surgie des profondeurs du wagon. Celle, vêtue d'un manteau noir, avec des yeux aussi froids que le vent d'hiver, descendit sur le quai. Le train tressaillit, prenant de la vitesse, et Héloïse sentit qu'il l'emportait toujours plus loin de quelque chose d'extrêmement important. La voiture se vida, la laissant seule avec une peur grandissante. Elle n'était plus humaine, emportant avec elle des mots non dits et des sentiments non exprimés. Elle se sentait désormais partie intégrante de quelque chose de plus grand, une partie de l'obscurité impénétrable qui tourbillonnait dans ces tunnels humides et glaciales. La peur l'avait quittée, laissant place à un calme glacial. Elle savait maintenant que sa demeure était cette obscurité. Elle y resterait à jamais dans l'attente. Elle attirerait les âmes égarées, les entraînant dans ses filets. Elle était devenue une partie intégrante de ce cauchemar, de cette horreur gluante et sans fin. Soudain, un souvenir précis remonta à la mémoire d'Héloïse. Elle se tenait sur un quai bondé, attendant son train. Des visages se bousculaient dans la foule, mais l'un d'eux fit battre son cœur avec anxiété. Il lui sembla reconnaître un visage familier, celui d'un homme en costume de ville coûteux. Son expression était un mélange d'étonnement
et d'une terreur glaçante. Ses yeux, grands ouverts, étaient emplis d'une supplication muette, d'un désespoir profond. Il la regardait fixement, comme s'il essayait de dire quelque chose, de la prévenir du danger. Mais il était déjà trop tard. Le temps sembla ralentir son cours et, en cet instant, Héloïse comprit tout. Elle comprit enfin la vérité. Elle-même était devenue une proie, prise au piège, on ne sait comment. Mais Héloïse était désormais l'une de celles qui chassaient les âmes dans les tunnels sans fin et obscurs du métro parisien. Le train s'immobilisa de nouveau, sifflant. Les portes s'ouvrirent lentement, révélant le quai. Héloïse, comme d'autres avant elle, se leva calmement et posa le pied sur le béton froid. Et là, elle la vit. Une jeune femme dont les yeux exprimaient une fatigue indéniable. Celle-ci se précipitait désespérément vers la voiture, manquant le dernier train. Un sourire imperceptible, prédateur, effleura les lèvres d'Héloïse. Et ce n'était absolument pas son sourire, c'était le sourire des ténèbres même, s'insinuant dans son âme. Puis, elle entendit le bruit grandissant des roues, et l'obscurité l'engloutit définitivement. Soudain, à travers ces ténèbres, un autre fragment sinistre remonta à la mémoire d'Héloïse. Un bout de vieux journal que lisait avec passion une vieille femme dans le wagon. À l'intérieur du journal, comme une prémonition du malheur, se trouvait la photographie de la gare de Château de Vincennes, enveloppée d'un brouillard épais et collant. Et au premier plan, elle, Héloïse, immortalisée avec ce même sourire glaçant. Puis, comme si un autre barrage s'était ouvert dans sa mémoire, un autre souvenir refit surface. Un homme en costume coûteux, descendu à la station Louvre-Rivoli, laissa derrière lui sa mallette en cuir noir. Dans la mallette, comme elle le comprit maintenant, étaient conservées les photographies de tous ceux qui devaient devenir des victimes, des photographies annonçant une fin tragique. Et parmi elles, Héloïse. Un adolescent, plongé dans la musique, avec des écouteurs, remonta à sa mémoire. C'est lui qui, le premier, entendit ces sons angoissants et étrangers. Et c'est lui qui devait être la première victime. Mais il avait alors réussi à échapper à ce destin. Et maintenant, elle était là. Et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'elle ne trouve une nouvelle âme sans défense. Pendant ce temps, Héloïse remarqua un autre détail qui lui avait échappé auparavant. Sur les murs de la station, devenue sa prison éternelle, de nouveaux symboles sinistres étaient apparus. Ils changeaient, comme s'ils étaient vivants, scintillaient et se transformaient, dansant dans une lumière fantomatique. Et à cet instant d'une claire et glaciale lucidité, Héloïse comprit que c'étaient les noms des victimes. Et parmi eux, écrit d'une écriture menaçante, brillait son propre nom. Soudain, comme si un voile était tombé de ses yeux, Héloïse réalisa qu'elle n'était pas du tout celle qu'elle avait prétendu être tout ce temps. Elle avait toujours fait partie de ce cauchemar, une ombre dans sa danse effrayante. Sa mémoire, effacée comme à la gomme, était appelée à servir cette force sombre, dévorante. Dans son esprit, Héloïse revoyait la scène. Une petite fille, les yeux grands ouverts, partagée entre la surprise et la peur, se tenait sur le seuil de l'inconnu. Elle jouait de la musique à la station de métro Châtelet. Le destin l'avait précipitée dans le labyrinthe des couloirs inconnus, et elle s'était égarée, perdue dans ce royaume souterrain.
On l'avait retrouvée, ramenée à la surface, mais la jeune fille qui était descendue dans les entrailles du métro était restée là, à jamais transformée. Soudain, le regard d'Héloïse se posa sur son reflet dans un miroir trouble. Le visage qui s'y dessinait lui était totalement étranger. Pas un seul trait familier. Ce n'était pas elle. Ce n'était qu'un masque sans âme, la regardant avec dérision depuis la surface du miroir. Le masque que tous arboraient en ce lieu semblait un voile impénétrable, dissimulant la vérité. Et soudain, tel un éclair, la compréhension la foudroya. Elle comprit que tout cela n'était qu'un maillon d'un cycle infini, un cycle sans fin, un cycle où elle était condamnée à être éternellement à la fois victime et bourreau. Le froid la glaçait jusqu'aux os et son cœur battait la chamade. Elle sentait approcher un nouveau chapitre de cette représentation cauchemardesque. Et voilà qu'il était là, sur le quai, la nouvelle victime, un jeune homme, pressé d'attraper le dernier train. Il avait l'air si insouciant, si loin du destin qui l'attendait. Son visage était éclairé par la faible lumière des lampadaires, se reflétant dans ses yeux effrayés. Héloïse lui adressa un sourire glacial qui fit courir un frisson sur sa peau. Ses lèvres se transformèrent en une fine ligne. Ses yeux brillèrent d'acier. Lui, refusant de céder, lui répondit de la même manière. Ses lèvres s'étirèrent également en une vague imitation de sourire, mais on y lisait plutôt une partie, un défi.